Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment sécher des plantes correctement dans l'objectif de conserver leurs propriétés médicinales le plus longtemps possible et éviter de dégrader les molécules au séchage. Et donc pour ça, on va voir avec quels outils on peut faire le séchage et ensuite comment on prépare pour le séchage s'il y a besoin et comment on va stocker derrière pour que ça dure le plus longtemps possible avant d'avoir à renouveler les plantes que vous avez en stock pour vous soigner, vous et vos proches. Donc le séchage, il doit être fait immédiatement après la récolte, en tout cas aussi vite que possible, le temps de ramener les plantes cueillies sur place jusque chez soi pour le séchage. Mais même le temps de ce trajet-là, surtout si vous faites la récolte en plein été, il est important d'avoir un contenant adapté pour éviter qu'il y ait un début de fermentation qui ait lieu dans le sac de récolte que vous utilisez. Donc pour ça, il faut un sac qui soit suffisamment aéré pour éviter cette fermentation spontanée. Et donc ça peut être un tote bag par exemple qui respire bien, un sac en coton en tout cas ou en textile naturel, hein. Évitez évidemment un sac qui est sur une base de plastique ou de synthétique parce que vous allez mettre des microplastiques dans votre plante, donc c'est un peu dommage. Même si à l'infusion, vous n'allez pas forcément tout avoir qui va passer, mais malgré tout, évitez le microplastique dans toutes les situations, de toute façon. Et allez le plus vite possible, terminez le plus vite possible et ramenez ça chez vous assez rapidement. Évitez de laisser dans la voiture le temps de faire une balade dans la foulée parce que la chaleur va lancer la fermentation, surtout si vous avez ramené assez une grosse quantité, hein. Voilà, il faut vraiment faire en sorte que ce soit le plus aéré possible. Vous avez certaines plantes en particulier. Alors dans l'absolu, la fermentation va abîmer les propriétés d'une plante quelle qu'elle soit, mais il y en a certaines qui même deviennent problématiques quand elles sont mal séchées, que la fermentation a commencé, parce que vous allez avoir certaines plantes qui sont à coumarine, donc par exemple le mélilo, qui a été bien connu pour ça. Le mélilo, lorsqu'il fermente, il y avait des problèmes avec le bétail à une époque où on utilisait le mélilo comme fourrage, on faisait les gros ballots de paille, de foin, avec du mélilo dedans, et dans un ballot de foin, il y a de la fermentation, hein, c'est beaucoup trop dense pour que ça sèche correctement, et le bétail avait des crises hémorragiques en mangeant cette paille, ce foin. Donc voilà, évitez de faire la même chose pour vous avec vos tisanes. Donc ne laissez pas les plantes que vous cueillez fermenter à la chaleur surtout. Et il faut évidemment, et ça pendant tout le process, les mettre le plus possible, le plus longtemps à l'abri de la lumière et de l'oxygène. Donc l'oxygène, on est obligé, si on veut faire un séchage correct, on est obligé d'avoir de l'air, hein, puisqu'il faut de la circulation d'air pour un séchage correct. Donc là, il y a de l'oxygénation, mais une fois qu'elles sont sèches, après, on les met à l'abri de l'oxygène. Par contre, la lumière, tout le long, éviter le plus possible. Donc c'est pour ça que maintenant, en parlant du séchage, on ne va pas faire de séchage où on les étale au sol. Pour certaines plantes lourdes, on pourrait étaler au sol et faire sécher, comme c'est fait dans certains pays du tiers-monde pour des fruits ou des choses comme ça, ou des noix, voilà, des fruits secs. Là, on va éviter ça parce qu'on va avoir une oxydation qui va se produire dans ce cas-là, donc on va dégrader les molécules. Donc l'idéal pour le séchage, c'est dans l'obscurité le plus possible. Et surtout, encore une fois, suffisamment étalé pour éviter que la fermentation ait lieu. Il faut que l'air puisse circuler, il faut un lieu où l'air circule. Si l'air stagne, la fermentation va être beaucoup plus facile. Donc vous avez après, soit vous suspendez dans un garage, c'est une façon de faire, hein, comme ils faisaient à l'époque, suspendu dans un garage, en petit ballot. Non. Vous suspendez dans un garage en fagot, hein, c'était comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Ça marche, c'est un peu long, et puis il faut faire des fagots suffisamment petits avec juste en tenant par les tiges pour éviter que les feuilles soient écrasées les unes contre les autres et donc que ça fermente. Ou alors après, vous avez des outils qui existent maintenant qui permettent de gagner du temps et de faire ça beaucoup plus vite. Vous avez par exemple des séchoirs qui sont en fait des déshydrateurs, des
dessicateurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont utilisés habituellement pour les gens qui ont un potager, pour faire sécher leurs fruits et légumes pour l'hiver. Et bien ça, vous pouvez l'utiliser tout à fait avec des plantes médicinales. Donc ce genre d'outil va pouvoir permettre de faire sécher sans problème. Donc là, vous voyez le cynorhodon. Et là, c'est vraiment un basique. On ne peut pas régler la température. C'est pas idéal parce que y a certaines plantes qui ne vont pas supporter la chaleur que celui-ci émet. Donc, idéalement, un séchoir qui vous permet de choisir la température sera idéal. Et donc, dans ce cas-là, on est sur une température de 40-45 degrés maximum pour être sûr que rien n'est détruit. La vitamine C, à cette température-là, elle tient le coup. Et après, vous allez avoir des outils comme ça. Donc ça, c'est un séchoir qui marche à l'énergie solaire, donc sans électricité, avec des panneaux de métal qui vont capter la chaleur. Et à l'intérieur, il y a un système pour que l'air circule correctement. Et on empile la récolte sur ces petites clayettes. Encore une fois, en s'assurant que c'est bien étalé. Donc évidemment, c'est un outil qui est dépendant du soleil qui va être présent. Donc c'est pas utilisable dans toutes les situations, mais à la belle saison, ça permet de sécher sans électricité et assez rapidement. Donc dans ces deux cas, dans ces deux outils, on arrive sur des séchages assez rapidement. Alors bien sûr, selon si c'est de la racine, ça va être beaucoup plus long. Si c'est des feuilles, des fleurs, c'est plus rapide. Mais les racines, on peut les tronçonner en petits morceaux pour que le séchage soit d'autant plus rapide. Et justement, pour la conservation, est-ce qu'on va tronçonner et couper la récolte en très petits morceaux ou est-ce qu'au contraire, on va préférer conserver ça en grosses pièces? Et là, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va être en fonction de l'usage que vous en faites. Parce que si vous les coupez en petits morceaux, naturellement, la surface de contact avec l'oxygène va être plus grande. Donc, le séchage va être plus rapide, mais à long terme, ça va se conserver moins longtemps. L'oxydation va arriver plus vite. Donc, tout dépend des conditions de stockage et surtout de l'usage, puisque derrière, par contre, l'avantage, c'est que c'est déjà un petit morceau. Donc si vous voulez en faire des tisanes ou ce genre de choses, vous n'avez pas besoin de faire une opération en plus au moment de la préparation. Votre plante est déjà réduite quasiment en poudre, en petits morceaux, et donc vous pouvez directement faire votre tisane. Si c'est pour donner à quelqu'un d'autre, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de refaire un broyat ou un mixage de la plante au moment de préparer la tisane ou le sirop d'ailleurs. Donc dans un cadre professionnel comme moi je fais, évidemment que je vais préférer avoir les plantes déjà réduites pour pouvoir tout faire dans la foulée sans avoir à faire une opération en plus. Par contre, si vous faites ça très occasionnellement et que vous pouvez vous le permettre, vous stockez ça en plus grosses pièces. Alors ça prend aussi plus de place, c'est un inconvénient, ça prend plus de place. Mais par contre, c'est bien parce que c'est mieux aéré et il y a plus de vide en fait dans ce que vous allez stocker. Mais dans ce cas-là, au moment de préparer, vous avez juste à repasser un coup, soit vous broyez au pilon, soit vous passez au blender pour avoir une finesse suffisante pour que l'extraction se fasse correctement. Parce que par contre, au moment où on fait la tisane ou bien le sirop, on veut que ce soit en très petits morceaux pour que l'extraction, la surface de contact entre l'eau et la plante soit la plus grande possible. Donc pour ça, il faut réduire le plus en poudre possible. Alors pas trop non plus, sinon ça va passer à travers votre passoire ou ça va sortir de votre cuillère à thé selon ce que vous utilisez. Mais il faut que ce soit réduit en petits morceaux. Et pour le stockage ensuite, donc moins il y aura d'oxygène, moins il y aura de lumière, moins il y aura de chaleur, mieux ce sera évidemment. Et donc pour ça, vous avez plusieurs options, mais moi ce que je vais recommander, c'est l'utilisation déjà de contenants hermétiques, parce que c'est ce qui va permettre que l'oxygène n'entre pas. Donc une fois que tout l'oxygène dedans est épuisé, tant que vous n'ouvrez pas trop régulièrement, il n'y aura pas de nouvel oxygène qui va rentrer, donc l'oxydation va être bien ralentie. Et donc, clairement, par l'expérience, on se rend vite compte que lorsqu'on conserve en tout cas hermétiquement, on gagne énormément en temps de conservation avant que la plante se dégrade. Et donc, vous avez des plantes qui vont
pouvoir être conservé facile 1 année sans aucun problème. Bon, ça c'est de l'avoine de l'année dernière, donc vous voyez qu'elle a gardé la même couleur qu'au moment de la récolte, ce vert clair très typique de l'avoine. Elle n'a pas bougé, donc c'est simplement signe qu'il n'y a pas eu d'oxydation, ou très légère en tout cas. L'oxydation va vraiment dégrader la chlorophylle, et donc on va vite se rendre compte que la plante est oxydée parce qu'elle perd son vert caractéristique. Vous avez ici également par exemple la reine des prés qui a gardé sa couleur, et puis pour la reine des prés ça va être valable, mais c'est valable pour d'autres aussi. On peut aussi se rendre compte à l'odeur. Là, clairement, l'odeur est la même qu'au moment de la récolte. Cette odeur de miel caractéristique de la reine des prés est toujours présente. Donc, la plante est encore utilisable. C'est pareil pour la rose ici. La rose, pour l'avoir déjà testée, si elle est conservée à l'air, au bout de quelques mois, elle a déjà perdu toute sa couleur. Elle devient... Là, il y en a 1 ou 2 pétales qui se sont un peu dégradés. Voilà, on va avoir une couleur beaucoup plus pâle comme ça. Alors que lorsqu'elle est conservée en bocal, là, celle-ci, ça va faire 2 ans presque que je l'ai. Vous voyez qu'on a encore une couleur qui est presque comme au début, c'est la rose japonaise, ça. Et puis l'odeur, c'est pareil, elle est encore très présente, donc aucun problème. Donc voilà, c'est valable pour tout. Et je vais vous montrer une plante très chlorophyllée pour que vous voyez bien que là on est sur du gaillet. Vous voyez que le gaillet, bon là il est de l'année dernière, le gaillet là il a vraiment conservé son vert profond typique et donc encore utilisable. Et pareil, même si c'est pas une plante aromatique, il y a encore cette odeur de paille fraîche qui est présente, qui me permet de savoir que la plante est encore aussi fraîche qu'au premier jour. Donc là on est sur des bocaux transparents, ce qui fait que évidemment ça il faut les conserver dans un endroit dans l'obscurité. Donc moi j'ai un grand meuble avec plein de tiroirs qui me permettent de les mettre dedans, donc ce qui fait que dans le tiroir il y a l'obscurité qui va avec. Au début je stockais les plantes directement dans les tiroirs et je me suis bien rendu compte que la durée de conservation était bien moindre. Tous les ans j'étais obligé de renouveler tout le stock, alors que là il y a des plantes que j'arrive à conserver sur 2 voire éventuellement 3 ans certaines. Les racines évidemment s'oxydent moins vite, la densité fait que l'oxydation est beaucoup plus lente, ce qui fait que j'ai des racines d'angélique qui sentent encore aussi fort qu'au premier jour, et ça fait plus de 3 ans que je les ai. Et un autre avantage de conserver hermétiquement, c'est les mites alimentaires qui peuvent aussi attaquer les plantes médicinales, donc faites-y très attention. Et donc, évidemment, le fait d'avoir un stockage hermétique va permettre de limiter complètement la progression de ces mites si vous avez ce problème-là. Surtout si vous les avez dans votre nourriture, il y a de très fortes chances qu'elles vont finir par se retrouver dans votre stockage de plantes. Dans mon cas, le stockage de plantes est dans un autre bâtiment que là où est ma cuisine, et la présence de mites alimentaires dans la cuisine a fini quand même par se retrouver dans mes plantes. Donc bien un signe que c'est pas quelques portes qui vont les arrêter. Évidemment, ça c'est si vous faites tout vous-même, mais si vous achetez vos plantes, vous pouvez appliquer les mêmes critères de choix en fonction de tout ce que je viens de dire. Si vos plantes sont présentées à l'étal, ou même pour les épices, si vous achetez des épices, si elles sont présentées à l'étal à l'air libre, vous savez qu'elles sont oxydées et qu'elles ont subi la lumière toute la journée et on ne sait pas quoi d'autre. Donc à éviter. Si elles sont conservées dans des contenants transparents pour que vous puissiez les admirer, c'est bien parce que ça permet de les voir, mais encore une fois, il y a des plastiques qui sont dits anti-UV, mais ça bloque pas tout, et il n'y a pas que les UV qui vont faire l'oxydation par la lumière. Donc évitez. Quand vous achetez du thé, pour les consommateurs de thé le savent, quand on achète du thé en vrac, c'est toujours dans des boîtes qui sont complètement opaques, en général en métal. Alors le métal, c'est moins bien que le verre. Moi, je stocke tout dans du verre. Le métal, c'est un peu moins bien, puisque évidemment, vous allez avoir un petit peu de métaux qui vont se retrouver dans votre tisane, mais c'est infime. Et si vous n'avez pas de problématique de métaux lourds dans l'absolu, c'est pas gênant. Par contre, si vous avez déjà des problèmes de surcharge en métaux lourds, faites attention.
Mais dans le commerce, achetez plutôt stocké dans ces grandes boîtes en métal. Parce que dans le commerce, ils ne peuvent pas s'amuser à avoir des bocaux en verre qui sont dans des tiroirs et qui doivent ouvrir et fermer pour chaque client. Par contre, ces grandes boîtes de stockage leur permettent de non seulement les avoir conservées à portée de main, et en plus, si vous voulez les sentir, les observer, parce qu'elles ne sont pas transparentes, donc vous pouvez demander à ouvrir pour regarder dedans, là vous verrez la qualité. Et donc vous pourrez encore une fois utiliser les mêmes critères. Est-ce que la belle couleur d'origine est toujours bien présente? Est-ce que l'odeur que vous attendez est toujours bien présente? Ou est-ce que ça sent un peu la fermentation? Et là c'est mauvais signe. Ou est-ce que ça a plus d'odeur? Est-ce que ça a devenu beige? Puisque c'est ça, hein, la couleur qui se retrouve à la fin. Si on garde une plante éternellement, elle devient beige, sans couleur. C'est juste de la lignine, c'est juste de la cellulose. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la structure en fait. Tout ça pour que vous sachiez comment stocker correctement, sécher correctement, et puis si vous achetez, achetez correctement. Donc là, tout ce que je viens de dire, si vous réfléchissez, hein, si vous achetez des sachets de thé, de tisane dans les grandes surfaces, amusez-vous un jour à éventrer un sachet, juste pour voir comment c'est à l'intérieur. Vous verrez déjà que c'est noir ou marron. Donc signe qu'il y a une oxydation forte qui a eu lieu. Alors après, quand il y a des épices, les odeurs des épices souvent perdurent bien plus que des plantes classiques, hein. Donc si vous prenez des tisanes avec de la cannelle, l'odeur de cannelle va rester très longtemps, et en plus le bois de cannelle c'est déjà beige, donc évidemment que le critère visuel ne va pas fonctionner. Mais si c'est un sachet où on vous dit qu'il y a des plantes vertes dedans, éventrez le sachet, regardez est-ce qu'il y a vraiment du vert dans votre sachet ou pas. Là vous verrez si la qualité de séchage est la bonne. Malheureusement en séchage industriel, très souvent, hein, pour gagner du temps, ils font pas ça à 45 degrés. Donc la plante elle est oxydée dès le séchage, et c'est même pas une question de conservation derrière, c'est le séchage déjà qui va oxyder. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui, j'espère que vous en tirerez des enseignements utiles pour vous, et puis n'hésitez pas à vous lancer à faire du séchage de plantes, hein. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo, et puis je vous dis à très vite. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et puis de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. À bientôt!